Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vlog sur Sylvain Infobox Pelletier. Ma chaîne YouTube, c'est retransmis via ma page personnelle sur Facebook et aussi via le groupe de Boxe Amateur Québec. Cette capsule-ci, la capsule 9.2, ça fait partie de la série sur le passage au professionnel des jeunes boxeurs de 18-19 ans. Cette capsule-ci va parler de Boxe Canada. Donc, la capsule 9.0, je vous ai mis en situation, je vous ai parlé de l'orientation de cette série-là. Dans la capsule 9.1, on a remarqué que le passage chez les professionnels, chez les 18-19 ans et même 20 ans, c'est hors norme. On l'a vu dans cette capsule-là qui est intitulée « Les statistiques ». Que dans l'élite qu'on voit présentement dans les top 50 professionnels et aussi ceux qui ont participé aux championnats olympiques de 2016, que sont très très rares les jeunes phénomènes qui passent à l'âge de 18, 19 et même 20 ans chez les professionnels. Donc cette capsule-ci, elle est dévouée à Boxe Canada. Ce que je fais, c'est que je reviens depuis 1992 le programme olympique. On revient sur des cycles de 4 ans. Je me concentre plus sur les Olympiques, les performances aux Olympiques. Il ne faut pas oublier que parmi ces cycles de 4 ans-là, on a 2 fois les championnats du monde, 1 fois les Commonwealth, et sans compter les Panaméricains et d'autres compétitions. Donc, je n'ai pas regroupé, je ne parle pas de tout au complet, les performances de Boxe Canada, mais les Olympiques nous donnent toujours une bonne idée. Donc, je vous laisse apprécier cette capsule et ratez pas la conclusion. J'ai trié en volets l'évolution le programme olympique canadien au niveau de la boxe. Depuis 1992, je vous ai monté un topo des équipes qui étaient de l'ère de Yvon Michel, qui était là de 92 à 98, à nous rendre jusqu'aux années d'aujourd'hui. Dans les topos, on va passer de chaque Olympiade à aller jusqu'au dernier changement majeur qui remonte à 2007. Donc, il y a 11 ans aujourd'hui. À partir de cette période-là, de 2007 ou 2008, vous allez voir qu'il y a un gros blanc jusqu'en 2018, que les orientations sont quand même lamentables. Donc, je vous donne en exposé l'évolution en narration et aussi en images de nos équipes depuis 1992. Dans cette évaluation de Boxe Canada, je remonte à 1992 avec le programme olympique. C'est l'arrivée en scène de Yvon Michel. Je vais l'appeler l'ère Yvon Michel. Il est responsable de l'équipe nationale et a dirigé les boxeurs canadiens de 92 à 98. Il a conduit le Canada à ses meilleurs résultats lors des Jeux panaméricains à Mar del Plata en Argentine, ainsi qu'aux Jeux du Commonwealth à Victoria en 1994. Sous sa direction, l'équipe nationale canadienne a obtenu un niveau record de victoires et de médailles sur la scène internationale. Le Canada fait figure de sommité mondiale en boxe olympique. À cette époque, il est entouré d'une forte équipe pour l'aider dans ses efforts pour que le Canada puisse figurer parmi l'élite mondiale. Les pères et fils, Taylor et Wayne Gordon comme instructeurs, Matt Mizerski qui agissait comme consultant, des personnes fortes avec des idées fortes, mais des personnes de boxe et surtout très influentes dans le milieu. En 1992, alors qu'Yvon Michel prend les rênes de l'équipe nationale et la responsabilité du programme olympique canadien, Taylor Gordon, l'instructeur en chef,
amène avec lui 10 boxeurs à Albertville en France. Taylor Gordon et son équipe reviennent avec 2 médailles, une d'argent et une de bronze. En 1996, à Atlanta, aux États-Unis, Yvon Michel a les rênes de l'équipe et il qualifie avec lui 11 boxeurs, un total de 11 boxeurs qui représentaient le Canada aux Jeux olympiques d'Atlanta. Il revient avec une médaille d'argent. C'était l'année la plus prolifique pour les boxeurs canadiens en 1996 à Atlanta, ayant qualifié 11 boxeurs. Alors qu'Yvon Michel quitte le Boxing Canada en 1998, c'est Matt Mezurski qui prend la responsabilité du programme olympique canadien. Il nomme encore Taylor Gordon comme instructeur en chef de l'équipe. Taylor Gordon est accompagné par son fils, Wayne Gordon, comme assistant entraîneur. Il mène l'équipe canadienne avec 7 boxeurs qualifiés aux Jeux de Sydney en Australie. Aucune médaille n'est revenue avec l'équipe à ce moment-là. En 2004, en Grèce, c'est Stéphane Larouche qui est responsable du programme olympique canadien et aussi instructeur en chef de l'équipe. Il qualifie 5 boxeurs, incluant Benoît Godet et Jean Pascal. Malheureusement, Stéphane ne revient avec aucune médaille lors de ce tournoi. Après 2004, le Canada débute une longue glissade vers les abîmes. Depuis le départ d'Yvon Michel en 1998, rien ne va plus dans l'administration de Boxe Canada et c'est suite aux Olympiques de 2004 que les effets se font le plus ressentir. Le programme olympique de Boxe Canada s'effondre. À l'automne 2007, à l'arrivée de Daniel Tréparnier à titre de coordonnateur des hautes performances chez Boxing Canada, il est coordonnateur et non encore directeur des hautes performances, ce qui veut dire qu'il relève encore de l'administration de Boxe Canada dans les pouvoirs décisionnels. Il est instructeur en chef de l'équipe en 2008. Il nomme Charlie Stewart qui amène son seul boxeur. Il est l'instructeur de Adam Trupish, donc le Canada qualifie un boxeur en 2008 à Pékin, en Chine. Au lendemain des Olympiques de 2008, Yvon Michel et Stéphane Larouche sonnent l'alarme. En 2008, le lendemain des Olympiques, le lendemain de la défaite d'Adam Trupish, qui avait perdu par un score de 20 à 1, alors que le pointage se faisait par le nombre de coups atteints à ce moment-là, Yvon Michel et Stéphane Larouche sonnent l'alarme. C'est dans un texte publié par la presse canadienne et repris par Le Devoir le 11 août 2008 que Yvon Michel et Stéphane Larouche déversent leur fiel. Stéphane Larouche y avait été d'une déclaration: si on ne se réveille pas, la prochaine fois, on ne qualifiera pas personne. Yvon Michel, tant qu'à lui, il avait rappelé à la presse canadienne qu'en 86, le Canada, aux Jeux du Commonwealth, avait rapporté 6 médailles d'or. Qu'en 90 et en 94, l'équipe canadienne avait terminé au premier rang de la compétition. Dans les années 90, le Canada était une puissance mondiale en boxe olympique. Je vous rappelle qu'en 2008, Yvon Michel déclarait comme quoi que maintenant, le Canada ne figure même plus parmi les 50 meilleurs pays au monde. Stéphane Larouche, il mentionne comme quoi qu'on a des bons juniors, qu'on a des bons seniors, que la formation ici, elle se développe très bien. C'est rendu à l'équipe nationale que ça se gâte. Que les boxeurs ne sont pas encadrés, ils n'ont pas les camps nécessaires. Yvon Michel, quant à lui, mentionnait aussi, et ça c'est ce qui aujourd'hui fait défaut
pourquoi que dans hors norme, nos boxeurs de 18, 19 ans, 20 ans décident de passer professionnel alors que leur stage en boxe olympique n'est pas terminé. Il y a encore de l'apprentissage. Ils doivent avoir le goût aux compétitions internationales. Ces jeunes-là, ils ont le goût. Mais est-ce que l'administration d'aujourd'hui fait le nécessaire pour leur permettre ce rêve? Stéphane Larouche nous parle aussi des boxeurs auxquels ils sont statiques. La formation donnée à nos boxeurs au niveau provincial et même rendue à l'étape nationale, on a des boxeurs qui font pas comme les autres pays, avance-recul, avance-recul. Nous, on a des boxeurs au pied plat, statiques, qui ne font que avancer. On le remarque dans les grandes compétitions nationales. Rares sont nos boxeurs qui in and out tout le temps. Et c'est ce que ça prend au niveau de la boxe olympique. Il y a beaucoup d'énergie qui se dépense dans les 3 rondes. Rosenberg, en 2008, était directeur de la Fédération québécoise de boxe olympique. Alors que l'équipe nationale n'avait aucun plan au niveau instructeur, on se souvient que c'est l'instructeur de Adam Trupish qui avait accompagné l'équipe et que Daniel Trépanier est passé instructeur en chef de l'équipe nationale. Rosenberg propose Pedro Diaz, un Cubain. C'est l'un des meilleurs instructeurs au monde dans cette période-là et encore aujourd'hui. Il est proposé par Rosenberg. Les fédérations provinciales refusent. Les instructeurs grognent. On mentionne comme quoi qu'il faut quelqu'un d'ici du Canada. On est supposé avoir les compétences pour relever ce défi-là. Eh bien, 10 ans plus tard, c'est un entraîneur brésilien qui prend la tête de Boxe Canada. Et si on compare l'instructeur d'aujourd'hui et Pedro Diaz, on n'est pas dans la même classe du tout. D'accord, Pedro Diaz, c'est pas un tendre, mais je suis certain qu'il aurait pu s'adapter au mode de vie canadien et de la façon qu'on enseigne en grande partie. Par contre, son expérience n'aurait pas été négligeable et peut-être que nous n'aurions pas une grande disette au niveau mondial comme on a aujourd'hui. Donc, c'était en grande ligne l'article paru le 11 août dans Le Devoir qui avait été rédigé par la presse canadienne. On va continuer l'évolution de Boxe Canada. Je vous rappelle qu'on est au lendemain des Olympiques de 2008. En 2012, Daniel Trépanier nomme Sylvain Gagnon comme instructeur en chef de Team Canada pour les Olympiques de Londres. Le Canada qualifie 2 boxeurs, Custio Clayton et Simon Keane. En 2016, alors que l'instructeur en chef est Daniel Trépanier, il ne qualifie qu'un seul boxeur pour les Jeux de Rio au Brésil. En 2017, c'est la remise du rapport Keegan, que je vais vous faire un topo tout de suite après celui-là. En 2017, Daniel Trépanier démissionne de son poste d'entraîneur en chef de Team Canada et embauche un nouvel instructeur brésilien. Je viens de vous parler dans la dernière partie de vidéo du rapport Keegan. Qu'est-ce qu'était le rapport Keegan? Ça sort de où, ça? En 2015, le vice-président de Boxe Canada, Ryan Savage, avec les échecs qu'il y a eu à partir de 2008 à aller avec les échecs de 2012 et la non-performance du Canada sur la scène internationale, demande à l'Irlandais Gary Keegan de venir et faire une évaluation de Boxe Canada. OK? Donc, ce gars-là, il descend ici, il remet un rapport, il vient en 2015,
Il remet un rapport fin 2016, début 2017 à la fédération avec 3 grandes recommandations. La première recommandation, c'est trouver de l'expertise au niveau entraîneur international. Lui, il s'aperçoit qu'ici, on n'est pas qualifié pour entraîner au niveau de la boxe olympique. Centraliser les boxeurs. Le Canada, c'est vaste. Lui, il veut qu'on crée un centre national unique. Ensuite, la restructuration de la direction avec des recommandations. Lui, il parle qu'il y a un manque de clarté dans les fonctions et les pouvoirs qui sont au conseil d'administration, le personnel de direction, l'absence de suivi organisationnel et les besoins de mesures de reddition des comptes au niveau du conseil, la composition inadéquate et la taille excessive et le manque de roulement au sein du conseil d'administration. Il n'y a pas de roulement, c'est les mêmes têtes qui sont là. Donc, lui, il fait ses recommandations-là à Boxe Canada. Boxe Canada initie en 2017, après avec des rencontres et des rencontres, la restructuration et l'application de ce rapport-là. Donc, d'où est la venue de Carlos Gomez comme instructeur en chef. Il y avait 7 candidatures pour le poste d'instructeur en chef d'Équipe Canada. Et parmi les 7, il y avait un ami de longue date de Daniel Trépanier. Et c'est cet ami-là qui l'a choisi. Le Centre national a vu en 2017, Daniel Trépanier qui est à la tête de ça, ramène tout à Montréal, à l'INSQ, qui est au stade olympique. Mais l'INSQ n'est pas prête encore à recevoir Boxe Canada. On installe, achat des installations, on prépare tout ça, on se dit qu'on n'a rien à envier, mais il y a une grue dans le gymnase. Donc, ça se fait au club de boxe de l'Est. Et le club de boxe de l'Est est, je ne sais pas en date d'aujourd'hui, mais il a déjà été comme propriétaire Daniel Trépanier. La restructuration des postes de direction. Lors d'une assemblée générale en 2017, on nous dévoile la nouvelle structure. Il y a plus de monde. Alors que dans les conseils étaient de Keegan étaient de rapetisser cette structure-là, de remplacer des gens, avoir un roulement. Il n'y a pas grand roulement qui s'est fait là. On a ramené, à ce moment-là, on ramène Yvon Michel dans le décor. On parle de lobbying et d'autres personnes aussi à travers le Canada. Mais il n'y a rien qui ait changé énormément. Boxe Canada, le 21 juillet 2017, dévoile son nouveau conseil d'administration. Grâce à cette restructuration et l'adoption du conseil de formules de politique, cela signifie qu'un nouveau conseil d'administration étudiera les décisions et les enjeux relatifs à la viabilité et la pertinence et l'orientation à long terme de Boxe Canada. En 2017, lors des championnats canadiens, le président de Boxe Canada, il n'est pas au championnat canadien. Il est absent. Il arrive à peu près la dernière journée. Et c'est là qu'on intronise Yvon Michel au temple de la renommée de la boxe canadienne. Très beau geste d'ailleurs et c'est mérité amplement. Mais rien ne change. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a rien d'accessible qui est public. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on peut visiter sur le site Internet qui va nous donner les rapports, les rapports d'Assemblée générale, les rapports financiers. Il n'y a aucune information générale qui est dévoilée. Le président, en ce moment, de Boxe Canada, il vient d'être élu, justement, dans les derniers jours, à dire la fin de semaine dernière, aurait été réélu à l'AIBA pour un second mandat dans le conseil d'administration.
mais ici, il n'est absolument pas présent. Daniel Trépanier, qui est le directeur des hautes performances, n'a pas réussi à garder deux boxeurs qui sont dans l'élite et qui sont très prometteurs. On va parler d'Hamza Kabaz et de Lexine Mathieu. Normalement, il devrait avoir du lobbyisme de fait auprès de ces boxeurs-là. Leur mentionner qu'ils vont avoir une place de choix, ouvrir les horizons. C'est des talents purs qui ont représenté le Canada aux Jeux du Commonwealth Junior et Lexine a représenté le Canada aux championnats mondiaux junior. Normalement, des boxeurs de 19 ans, on devra avoir un encadrement autour d'eux. Il n'y a pas d'encadrement. On a encore des chicanes internes entre des boxeurs de l'Ontario, la direction de Boxe Canada et des boxeurs de la Nouvelle-Écosse. Certains n'ont pas voulu déménager à Montréal. Il n'y a pas de plan d'action. Ces boxeurs-là sont tout simplement abandonnés. C'est à titre que tu es avec nous ou tu es contre nous. C'est dans ce principe-là. Je peux comprendre que des jeunes boxeurs ne veulent pas aller au niveau de Boxe Canada. Le rapport Keegan donnait toutes les informations nécessaires à une restructuration. La restructuration, elle a été créée et refaite que dans les intérêts des personnes dirigeantes et non dans les intérêts des boxeurs. Un peu plus tard dans la capsule, je vais essayer d'amener des suggestions. Comment faire, quelle idée avoir. Moi, je peux amener que des idées, je peux pas rien appliquer. Je peux avoir des idées farfelues, un remue-ménage, il n'y a rien de farfelu. Mais vers la fin de ce topo-là, sur les boxeurs de 19 ans qui signent chez les professionnels, qui ne terminent pas leur stage amateur, je vais amener des solutions, proposer des solutions qui ne sont peut-être pas applicables ou applicables, mais qui auraient une grande logique. Donc, en conclusion, pour Boxing Canada et l'attrait qu'il apporte pour les jeunes, il faut dire que l'avenir n'est pas rose à ce qu'on entrevoit. C'est clair que les jeunes qui regardent aller les choses ne sont pas dupes. Et l'intérêt d'aller boxer pour l'équipe nationale semble de moins en moins présente auprès de cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui nous représente lors des grands événements. C'est un peu un cercle vicieux ce qui arrive, étant donné que l'argent est le nerf de la guerre et les performances réussies par nos boxeurs génèrent des revenus à Boxing Canada. Et c'est avec ces revenus-là qu'on peut penser à des compétitions internationales, à donner des cardings plus intéressants pour les jeunes ou multiplier le nombre de cardings. C'est une chose qui revient aussi dans les commentaires, l'argent. Aller passer pro, c'est attrayant, faire quelques dollars pour des combats. Donc, à Boxe Canada, on a un grand ménage à faire là, selon moi, à ramener l'intérêt des jeunes à faire partie de cette organisation-là, redonner une fierté de représenter le pays, ce qui est présentement sans intérêt pour ces jeunes-là. J'ai mentionné dans une partie de la vidéo que j'irai avec des recommandations personnelles sur Boxe Canada. Des idées, un remue-ménage. J'ai fait des vidéos, j'ai préparé pas quelques capsules, mais quelques vidéos que j'ai enregistrées sur des idées. C'est trop volumineux. Donc, j'ai décidé d'en faire une capsule complète au lieu de l'incorporer dans celle-ci qui est déjà très longue. Donc, en conclusion, ce qui a trait à Boxe Canada, bien entendu qu'on a besoin d'un grand ménage, d'une restructuration totale, je crois, du programme olympique. Le rapport Keegan a amené des idées qui ont déjà été prises et mises en place par Boxe Canada,
mais je suis pas sûr que de la façon que ça a été amené, de la façon que c'est créé et l'ensemble de l'œuvre est pas assez avantageuse pour garder des jeunes boxeurs de 18, 19 et 20 ans au sein de l'équipe nationale. Donc, l'attrait pour passer chez les professionnels, elle est présente. Elle est une avenue autre que celle de passer par le programme de boxe olympique canadien. Donc, j'espère que cette capsule vous a plu. La prochaine capsule, on va parler argent. Est-ce que ça vaut la peine à 18, 19, 20 ans passer chez les professionnels pour une question de piastres? Donc, restez à l'écoute, gardez le punch. On se revoit dans une prochaine capsule. Si vous aimez, cliquez j'aime via YouTube et partagez sur les réseaux sociaux. Merci. Sylvain Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec.